le sujet de la On semaine. va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé. Le sujet de la semaine, comme on vous le disait pendant le sommaire, c'est Franck Lao, notre invité de jour, l'auteur d'un superbe livre qui vient de sortir, qui s'appelle Décolonisons-nous. Alors, pour te présenter à tout le monde, puisque tout le monde ne connaît pas l'incroyable personne que tu es, j'ai décidé de faire ta biof. C'est une bio-bof. Là, c'est une biof, tu vois. Okay. En gros, j'ai essayé de comprendre quelle avait été ta vie. Et volontairement, j'ai glissé dedans des absurdités, des erreurs. À toi, comme avec un buzz imaginaire, de m'arrêter. Tu peux genre dire n'importe quoi, genre bip, ou bravo les lesbiennes, ou Darmanin rend les OQTF. Enfin, vraiment le truc qui te met le plus à l'aise. Quel est ton buzz de choix? On va faire bip, simple. Donc, on fait bip. Et en gros, l'idée, c'est que quand je fais une erreur, tu me corriges pour rétablir la vérité. Comme ça permet un petit peu que tu aies la parole dans ta propre autobiographie, finalement. Alors, Franck, là où vous êtes d'origine sino-laotienne, vous êtes né en France, mais on pense souvent que vous êtes chinois. Bon, on dirait une absurdité, mais malheureusement, c'est la vérité. Vos parents ont fui la guerre civile de cette ex-Indochine française à 7 ans, et aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez 100 ans, ou 40 ans, ou 13 ans. Personne ne sait. Vous êtes si sage. Bip. Oh là là! Parce qu'en fait, on ne dirait pas qu'il a son âge que quand on voit son visage. Vas-y, je te laisse parler. J'ai 39 ans, donc je suis né en 84. Quel est l'âge qu'on te donne la plupart du temps? Entre 25 et 30 en général. Magnifique. J'aimerais tellement avoir le même pouvoir que toi. Ta couleur préférée, c'est l'injustice? Bip. C'est vrai, c'était une erreur facile. Ouais, effectivement, pour l'instant, on va dire que c'est la justice sociale, c'est l'antiracisme. C'est ta couleur préférée? Pour le moment, c'est ce qui m'occupe le plus. Ça fait longtemps que ce thème est rentré dans ta vie, plus particulièrement comme genre un métier, Comme un métier, faudrait qu'il paye déjà. Ah Ah là là, ouais, je te comprends. Mais c'est rentré dans ma vie très tôt, on va dire, au niveau de l'injustice, de la sensibilité à l'injustice, dès le décès de mon père, en fait. Qui est mort suite à l'affaire du sang contaminé. Mais autrement, là où je me suis le plus investi et où j'ai le plus été exposé, c'est forcément mon action sur Instagram il y a 4 ans, où je l'ai démarré de manière anonyme. Absolument. Pour revenir sur le décès de ton père, je concluais ta biographie dessus, mais c'est vrai que c'est un élément qui est hyper important, et dans ton livre et dans ta vie, on apprend dans ce livre que c'est l'origine de ta conscientisation politique, puisque ton père est décédé suite au scandale dit du sang contaminé, le fameux scandale du VIH, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'il était évident pour toi que ça avait des racines racistes? Alors, à première vue, ça l'était pas forcément. C'était d'abord un lien plutôt avec l'implication de l'État, l'implication d'institutions médicales, avant d'être lié directement à la question raciale. Mais c'est suite à mes recherches que je suis tombé sur des documentaires, par exemple, qui parlaient de la colonisation, qui avaient participé à, en fait, la diffusion du virus, notamment lors de l'expansion de l'industrie automobile et du besoin en caoutchouc. Okay. Qui a poussé les pouvoirs coloniaux belges et français, tout ça, à courir après ces matières premières et à forcer des populations noires africaines à travailler dans les forêts de caoutchouc d'EVA, quoi. Ok. Donc ça les a mises en contact, ces populations, avec le virus qui n'était pas censé rencontrer finalement. D'accord. Et ensuite, il y a eu les mouvements des deux colons, ou les mouvements des corps des continents africains vers l'Europe, et puis etc., avec l'exploitation des corps féminins, l'exploitation sexuelle, des choses comme ça qui ont amplifié le phénomène. Ta conscientisation, la première fois qu'elle s'exprime, une des premières fois, mais peut-être que tu vas me dire bip, c'est par le rap. Tu as créé un groupe avec 2 amis en 2001. C'est vrai? C'est faux? C'est semi-vrai? C'est semi-faux? Oui, bip et pas bip, en fait. Il y avait plus d'amis, on était 6, 7, je sais plus. Ok. Il s'appelait comment, ce groupe? Alors, la première, c'était SDLR, Syndicat de la Rime.
Ah, j'adore. Grave. Voilà. Après, ça voulait dire beaucoup de choses parce qu'à chaque fois, on cherche aujourd'hui, je dirais séparatiste de la République. Allez. Mais le rap, t'as trouvé que c'était une bonne expression artistique pour pouvoir justement exprimer ses colères? Alors le rap, oui, forcément, c'est quelque chose. C'est une culture dans laquelle j'ai baigné, le hip-hop. Je suis quasiment né dedans. J'ai grandi en aimant MC Solar, des artistes précurseurs, IAM, NTM, comme beaucoup de ma génération. Mais c'est effectivement une des seules musiques qui m'a parlé et qui me paraissait parler en fait de la question raciale. Mais quand même si elle était influencée par les questions politiques du moment où on identifiait le racisme que du côté de l'extrême droite. Après, ça évolue aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vraiment par là que je suis rentré. D'accord. All right. Ton signe astro, j'ai mis le combat ascendant réseaux sociaux. Lol, je t'ai fait une charte astrale, mais en fait, de qui tu es. Anonyme, longtemps tu l'as été derrière le compte de sensibilisation Décolonisons-nous. Et vous avez levé le masque dernièrement. Vous êtes la personne derrière le mouvement Free Britney. Non, pas du tout. C'est lors d'un podcast, d'un épisode du podcast Kif Taras, animé par Grace Lee et Rokhaya Diallo, Queen, parmi les queens que vous vous dévoilez. Vous avez eu des réactions qui vous ont étonné. Tu peux nous en dire quelques-unes? Oui, les principales réactions, c'était je croyais que t'étais une femme noire ou une femme nord-africaine. Enfin, perçue parce que comme tellement d'empathie arabe. et de déconstruction que... Du coup, tu es une femme, tu penses que ça venait d'où cette impression? Peut-être, oui. Enfin, je pense que c'est multifactoriel. Le fait que peut-être je parle d'intersectionnalité, par exemple, que je n'ai pas de frein finalement sur ces sujets-là et que je n'hésite pas à me remettre en question, des choses comme ça, je sais pas. Mais bravo, ça veut dire que tu as des belles qualités qu'on associe visiblement à la féminité. Que en penser? Je ne sais pas. 2000 ans de patriarcat. Mais bravo du coup d'être une lumière d'espoir au bout du tunnel. Vous prenez donc la plume avec ce livre qui vous réconcilie avec vos velléités d'écrivain, vous qui souffriez d'un syndrome de l'imposteur, car vous n'avez pas fait d'études académiques, mais l'école de la vie, comme le dit la philosophe Léa Seydoux. Il est sorti le 3 octobre dernier, il s'appelle donc Comme ton compte Instagram. Et une des difficultés que tu as ressenties, c'était le fait qu'il fallait organiser les idées en amont, alors que tu étais habitué à une forme d'expression qui était spontanée avec ton compte Instagram. Ouais, très freestyle, très basé sur l'actualité ou le ressenti du moment, l'envie ou pas d'en parler, l'envie de partager sur le coup, une spontanéité, très improvisée, quoi. Ok. Eh ben écoute, en tout cas, on a hâte de s'y plonger. Je laisse maintenant la main à Audrey, qui, elle, s'y est plongée. Je m'y suis plongée un petit peu, oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup de choses qui sont ressorties et je me suis particulièrement davantage plongée dans le chapitre qui parle de pop culture, donc de culture populaire. Et dans ce chapitre-là, tu dis que la culture populaire participe à la propagation des clichés raciaux, par exemple à travers des figures et des clichés qui sont encore célébrés aujourd'hui sans être remis en question. Et tu parles par exemple d'endoctrinement culturel avec des personnalités racisées qui participent elles-mêmes aux clichés raciaux ou à des stars adulées qui interprètent des œuvres racistes, comme par exemple, tu cites Édith Piaf. Tu parles aussi de fantasmes coloniaux et exotisants. Tout ça, tous les exemples que tu nommes, ils sont pas si lointains que ça, mais moi j'aimerais bien savoir si tu as des exemples plus récents de représentation coloniale dans la pop culture. En fait, en représentation coloniale, je pense qu'on est submergé. Ouais. Quand on cherche vraiment, on trouve. Après, là, tout de suite, j'ai pas d'exemple particulier, mais ça me fait penser au fait que on les identifie tellement peu qu'on y a droit, même dans les rediffusions, même dans des choses très anciennes, qui ne sont même pas remises en question encore. Et le fait de remettre en question de nouveaux contenus, ça nous montre aussi que y a une perpétuation en fait de tout. Par exemple, quand dans le livre, je parle aussi d'un film d'Astérix, où il est question, enfin c'était un de mes dessins animés préférés. On se rend compte qu'au tout début, il présente différentes nations et au moment de présenter le Japon, il se tire les yeux, il prend un accent
très typique, voilà, racialisant. Et ça encore, ça passe tous les Noëls, quoi, par exemple, à la télé. Ouais. Oui, il y a des rediffusions sans cesse de tous ces contenus-là, quoi. Voilà. Puis il y a un nouveau Astérix qui est sorti il y a pas longtemps aussi. Une merveille, visiblement. Ah ouais? Non, pas du tout. C'était terrible, il y avait un multicasting. Enfin, il n'y a rien qui allait, apparemment. Je l'ai pas vu du tout, mais... Moi, je l'ai pas vu non plus, mais en fait, déjà, rien que dans la promotion, j'en parle également. Ouais. J'entendais beaucoup sur la question de la représentativité, le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs et d'actrices perçus comme asiatiques, que ce soit une avancée, etc., qui est quelque chose, mais ça pose cette question de est-ce que la représentativité est suffisante? Ouais. Est-ce que ça suffit, comment ils sont exposés à détruire ces clichés? Est-ce que ça les véhicule pas justement derrière, quoi? Et à un moment, tu dis, il est vain d'attribuer au temps le pouvoir d'atténuer les inégalités sociales. Il n'y a pas de changement sans lutte. Et j'aurais bien aimé, alors c'est une question très vague, mais comment, selon toi, on peut lutter concrètement, en fait, contre tout cet héritage colonial dans la pop culture à notre échelle? Alors, à l'échelle individuelle, je pense que ça sera toujours compliqué. Ouais. Faut toujours viser le collectif, et je pense que c'est au cœur de mon action sur Insta et à travers ce bouquin. Ça a été toujours de mettre en avant en fait le continuum colonial dans lequel on se trouve, de mettre en avant la colonialité qui est indissociable en fait du racisme. Et dès lors où l'on parle de racisme et d'antiracisme sans évoquer la question coloniale, on fait fausse route, selon moi. Et c'est ce qui arrive assez souvent depuis des dizaines d'années. Ça veut dire qu'on va baser la question du racisme ou de l'antiracisme sur des questions assez morales, que c'est pas bien, que bon, on peut résoudre cela en disant stop, c'est pas bien. Et on reste dans un antiracisme de constat tout le temps, palliatif. Donc moi je le considère pas comme antiracisme, mais il faudrait en fait réussir à poursuivre l'antiracisme de combat qu'on en a toujours connu, et celui qui vraiment émancipe et libère. Ok. Et de toute façon, je l'ai remarqué aussi dans la culture, il y a des espèces de tropes en fait exotisants, fétichisants, etc., qui visent les personnes racisées qui sont réduites à des stéréotypes. Est-ce que toi, t'en as identifié justement dans la pop culture? Enfin, je sais qu'il y en a plein, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, par rapport à l'exotisation, tout ça, des corps, en fait... Oui, tout au long de mon parcours, et je pense que toutes les personnes non blanches, les premières concernées, les voient, que ce soit dans le cinéma ou, par exemple, moi, en ce qui me concerne, j'ai été très marqué par un film quand j'étais petit sur la vie de Bruce Lee, qui s'appelait Dragon. Et en fait, il retrace la vie de Bruce Lee, et dedans, justement, il traite de cette question où son corps est convoité donc par celui de sa femme, de sa future femme. Mais il y a une scène où il se trouve dans une voiture, où sa future femme se trouve dans une voiture avec sa copine. Et sa copine lui dit je comprends pas que tu fasses tout ça pour un Chinois, et comment ça se fait que tu puisses oser penser à glisser ta langue dans la sienne, dans sa bouche et tout, mais c'est horrible. C'est ça, quand je l'ai vu à mon âge assez jeune, ça m'a rappelé en fait toutes ces fois où j'avais pu être celui qui était inexistant, par exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec, par exemple, certaines cultures comme l'avènement de la K-pop. Mais ça pose une autre question, parce que je pense que moi, ce que je représente, ce que je reflète, n'est toujours pas dans ces codes-là. Et on se rend compte que la racialisation des corps participe d'une mode, et d'une racialisation d'un côté éphémère, et que on va devenir une mode, et on va passer de mode selon un regard dominant, quoi. Ouais. À un moment donné dans le livre, tu parles du rôle du rire dans tout ça, et tu parles d'un humour racial à la française. J'aurais bien aimé que tu développes, que tu nous dises un petit peu pour toi qu'est-ce que c'est l'humour racial à la française. Alors l'humour racial à la française, je pense que j'ai grandi dedans. Déjà dans les années 80, on avait à l'école, on aimait beaucoup se rappeler les blagues de la veille qu'on avait vues à la télé, par exemple des Inconnus. Il y a un exemple assez parlant, c'est celui, je sais pas si tu vois, quand elles se griment
en personne antillaise à l'hôpital. Oui, je vois très bien. Voilà. À la Poste aussi, il me semble, il y a un truc comme ça. Il doit y en avoir, ouais. Et puis, il y a par exemple, là, c'est un bon exemple où les trois imitent, les 3 ou 4, je sais plus, imitent, appuient ce cliché selon lequel les Antillais seraient feignants et qui prendraient du temps à réagir et tout. Ouais. T'as par exemple aussi la parodie de Bioman, qui était un programme pour enfants d'origine japonaise, qui passait au Club Dorothée. Là, ils ont appelé ça Bioman, et en fait, ils se sont grimés en asiatique de l'Est, avec la peau un peu jaunâtre, les yeux tirés et un accent très fort. Okay. Donc là, on est vraiment au milieu, au cœur de l'humour racialisant. On a été conditionné à ça, et moi-même, j'ai grandi en devant rire de ça, même si au fond de moi, je trouvais que c'était bizarre. Je le reproduisais pour aussi m'en défendre. Parce que lorsqu'on me le renvoyait, moi je renvoyais, en fait, je me sentais comme forcé de propager du racisme pour me défendre du racisme. Il y avait Michel Leb aussi, par exemple. Ouais. Voilà, c'était très dans cet état d'esprit-là. Et je pense il faisait quoi, Michel Leb? Il faisait des sketchs racialisants? En fait, très raciste, en fait, tout simplement, où il imitait... J'ai jamais écouté ce qu'il fait, c'est pour ça que je suis vraiment... Alors, en fait, par exemple, il y a le sketch de l'Africain. Ça s'appelle l'Africain? L'Africain. Et en fait, une parodie. Même quoi. Non, en fait, il fait le singe. Ah bon? Ouais, il fait de la gestuelle très siniestre. Il est encore sur scène, ce mec. J'ai vu des affiches dans le métro, genre cette semaine. Récemment, il s'en était défendu. Et puis, il y avait toujours ce truc de oui, mais c'était un autre temps, tout ça. Et puis, je voulais pas blesser. Et puis, je connais plein de personnes africaines noires. Qui ont rigolé, qui viennent me voir, qui disent que je fais bien l'accent de tel ou tel. Bon. Ouais. Ok. Bon, la caution, merci pour ce petit moment info. Mais oui, tu dis à un moment donné, pour ne plus ressentir l'humiliation de leur propos racistes, on avait intégré qu'il nous fallait en énoncer tout autant, si ce n'est plus. Et c'est ce que tu viens de dire. Et tu parles du coup d'auto-humiliation raciale et un peu sous couvert d'autodérision. Et ouais, moi, ça me parle beaucoup parce que c'est un peu ce que je faisais aussi. C'est un peu, t'essaies de dégoupiller la bombe avant qu'elle t'explose entre les mains, quoi. C'est ça, c'est de l'anticipation et puis c'est de l'adaptation finalement à un système qui veut nous déshumaniser. Et comme si on savait y évoluer, quoi. Donc on connaît les codes, donc on les ressort. Ouais. Et comme ça, on peut pas nous accuser de manque d'humour, de manque de... Ouais, c'est ça. Ça revient aussi, si tu rigoles pas, on va te dire juste tu n'es pas drôle, c'était une blague, voilà. Détends-toi, quoi. Ouais. Et selon toi, est-ce que les mots tolérance et inclusivité sont pertinents quand on parle d'antiracisme, de représentativité et de décolonisation aujourd'hui ? Je pense qu'il contribue à un débat qui est intéressant, mais je pense pas que ce soit l'objectif à atteindre si on parle en termes d'antiracisme. Okay. Parce que l'inclusivité, pour moi, c'est l'évolution finalement de l'intégration, qui est l'évolution de l'assimilation. Il y a toujours un rapport de force et de domination qui concerne un groupe qui va inclure, et un groupe qui doit être inclus, quoi. Donc, oui, il y a toujours un rapport de force, un dominant qui tolère et qui s'accommode un peu de la situation et l'autre groupe dominé. Et c'est en ça que, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de prendre conscience de la colonialité, c'est peut-être de manière utopique que je le faisais en lançant le compte Instagram, mais moi, dans ma vision des choses, il faut que ce soit une prise de conscience massive et majoritaire, sans quoi le pouvoir politique que pourrait avoir l'antiracisme ne serait pas. Voilà. Donc il faudrait aller plus loin en fait que juste la question de la représentativité et se dire voilà, à l'affiche, il y a des personnes noires, il y a des personnes asiatiques, quoi. C'est clairement une question de pouvoir et de politique. Ça veut dire que qui va être décisionnaire, qui va mettre l'argent et où ça va être mis et pour dire quoi finalement. Parce que on peut mettre des corps non blancs partout, mais si le propos il est pas pertinent et vraiment antiraciste, et si il va juste répondre à une certaine lutte actuelle ou à une certaine demande actuelle sans aller plus loin, finalement dans la racine du problème, étymologiquement dans la radicalité en fait, ce qu'il faut pour aller à la source du problème, on va toujours être dans la réaction. Ouais,
puis c'est très en surface, quoi. Et à un moment, tu parles aussi d'hypervigilance versus l'insouciance quand on consomme de la culture. Donc l'hypervigilance qui serait quand même propre aux personnes racisées et l'insouciance des personnes du coup non racisées quand elles consomment de la culture. Est-ce que pour toi, les personnes racisées peuvent quand même avoir accès à cette insouciance au divertissement aujourd'hui? C'est une vigilance qu'il faut avoir, finalement. Ça veut dire toujours être aux aguets et puis se dire, je vais chercher un contenu qui me semblera ne pas être me trigger ou quoi. Okay. Mais en tout cas, cette notion qui a été évoquée par Mabula Soumaoro, ce droit à la légèreté, il est important, mais il est difficile à avoir parce qu'on a ce qu'on appelle la charge raciale en parallèle avec la charge mentale. Le fait de toujours devoir expliquer, de toujours faire attention tout ce qui a trait à la question raciale autour de soi, aux personnes qui ne seraient pas aguerries sur le sujet, c'est mentalement usant, quoi. Ouais, carrément. Et tu parles aussi de trauma porn dans la pop culture, dans les médias. C'est-à-dire qu'on serait en fait habitué à avoir de la violence infligée au corps racisé. Rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où ça vient et peut-être nous dire, est-ce que pour toi, tu penses que ça perpétue une violence dans la vraie vie? Cette violence qu'on voit à l'écran, par exemple? Oui, carrément, en fait. Le trauma porn, c'est le fait d'exposer aux yeux de tout le monde, à la conscience de tout le monde, la violence qui s'applique au corps et aux esprits racisés, défavorablement racialisés. On va s'habituer à ça, on va même en faire des divertissements, enfin du cinéma, des choses comme ça. Et d'ailleurs, dans le livre, quand je parle de l'inverse, quand on va exposer des corps blancs à une certaine violence auquel il n'est pas habitué, là, il y a des levées de boucliers dans tous les sens dans notre société. Par exemple, comme le clip du rappeur... Nick Conrad, c'est ça? Nick Conrad, voilà, ça avait foutu un bazar pas possible de manière médiatique. Mais c'était quoi son clip? En fait, c'était Pendez les Blancs. Ah, ok, c'est bon, je l'ai. Voilà. Oui, je me rappelle de ma mère dire quoi? Donc, en fait, le concept, si on s'y intéresse, on se dit, c'est une uchronie, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui est vraiment poussé à l'extrême pour forcer les gens à réfléchir. À se poser des questions. Voilà, se poser des questions. Dans l'autre sens, par contre, on a beaucoup de films qui traitent de l'esclavage, des guerres, par exemple, qui ont eu lieu au Vietnam, des choses comme ça. Et on a tout le temps des images de violence qui ont été appliquées, qui ont été réelles. Par exemple, de viol sur ces corps-là, alors que ces corps, voilà. Quand c'est sur un corps blanc, on voit tout de suite la différence de réaction. Voilà, et parce que ça n'a jamais existé, en tout cas dans ce contexte-là, on se dit non, mais là, ça n'a jamais existé, c'est pas historique, donc ça sert à rien d'en parler, c'est violent, c'est... D'accord. Donc l'histoire serait un peu un prétexte aussi pour finalement... toujours montrer la même chose à l'écran, quoi. Voilà. Et est-ce que pour toi, du coup, toutes ces... J'imagine que oui, mais est-ce que toutes ces représentations, ça a un impact sur ta santé mentale et sur celle de tes proches? Moi, je sais que par exemple, oui. Évidemment, quand on voit le trauma porn, quand on parle aussi d'hypervigilance, faire attention... à tous les contenus qu'on regarde et voir aussi que les personnes autour de nous qui sont pas racisées ne voient pas justement où est le problème dans certains contenus. Tout ça, ça participe forcément à la dégradation de la santé mentale. Je voulais savoir si c'était le cas pour toi aussi. Oui, maintenant, moi, c'est le cas parce que une fois qu'on prend conscience que ça nous détruit finalement mentalement, là, on accorde une attention particulière à éviter tout ce genre de contenu. Et malheureusement, c'est difficile parce qu'on est dans une société où une majorité ne va pas voir le mal là où il est, et du coup on y est exposé de manière constante, et notamment mes enfants. Lorsque je parlais tout à l'heure d'Astérix et les 12 travaux d'Astérix, quand ils m'ont demandé si j'avais un dessin animé à leur conseiller, je leur ai conseillé, mais je me souvenais plus en fait de cette intro là où quand j'étais petit j'étais passé outre. Et quand ils sont revenus me dire
en fait, c'est bizarre, pourquoi il fait ça? C'est raciste. Et du coup, j'ai fait, ah bon? Et quand j'ai revu la scène, ça m'a replongé 30 ans en arrière en me disant, ah ouais, mais j'avais oublié complètement ce truc, où je me sentais très mal et où je l'avais intégré comme quelque chose de normal. De normal, ouais. Ok, donc c'était tes enfants finalement qui t'ont un peu rappelé à l'ordre, quoi. C'est ça. Et ça m'a rappelé que oui, en fait, ouais, on est dans une société où il faut faire gaffe à chaque fois. Et puis, ce qu'on transmet, c'est pas une injonction à interdire de le voir, mais c'est au moins une invitation à en parler avec mes enfants et dire, là, tu vois... Avoir plus fort un esprit critique, quoi, être au courant des tenants et des aboutissants pour se faire son propre Voilà, donc c'est pas du tout de rentrer dans le débat de la cancel culture dont on nous accuse, etc. C'est en fait, avoir un regard éclairé sur les choses. Tout à fait. Et puis expliquer surtout. Et en fait, pour qu'ils puissent se situer dans la société, se dire, ah ok, bon, c'est comme ça que ça se passe. Et, ouais. Voilà. Prendre du recul sur les choses, quoi. Mais du coup, on n'a pas cette fameuse insouciance, malheureusement. Non. En tout cas, merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Franck. Vous pouvez du coup retrouver le livre Décolonisons-nous dans toutes les bonnes librairies de Franck Lao aux éditions JC Lattès. Merci beaucoup. Merci.